Est-ce que le timing est opportun sur Savencia? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec le cours du spécialiste de une production de fromage en France. Donc, on est sur une action qui est dans le fonds France d'indépendance AM, parce qu'il y avait une décote sur actifs tangibles. C'était une action qui a quand même, du point de vue du cours, pas mal vivoté, hein. Il y a 10 ans, on était à 50 €, 48 €. Actuellement, on est à 65 €. Donc, faible création de valeur pour l'actionnaire, mais depuis quelque temps, là, depuis, début d'année 2025, on a quand même, une bonne reprise du cours. Est-ce que, l'action va enfin se réveiller? On va essayer d'y voir plus clair. Alors, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est sur une médiane de 3,3%, ce qui est plutôt pas mal. Si on regarde en publié, donc sur décembre 2024, on fait 7,140 millions. Je suis allé chercher le communiqué pour le premier trimestre 2025, on fait 1,7 milliard. Donc ça, c'est en glissement annuel, hein. Il faut regarder ici plutôt les trimestres. Donc, alors ce que fait l'outil, ici, c'est qu'il prend les publications semestrielles et il divise par 2. Donc ça, c'est faux évidemment. On va voir sur le premier trimestre, mais on va se situer à peu près ici. Donc au niveau comparable par rapport à mars, 2024, donc pas de croissance en rythme annualisé. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est peut-être une activité qui est aussi un peu saisonnière, donc il faut aller voir sur, l'année complète ce que ça va donner. Bon, on n'est pas sur non plus une croissance, fulgurante, hein, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a 1,250 milliard d'acquisitions sur 10 ans, alors que la market cap est à 841 millions. Donc on a détruit de la valeur avec ces acquisitions, puisque, en fait, on a à mon avis dû déprécier des écarts d'acquisition. Car, en fait, les marques achetées, donc on achète plutôt les marques de fromage, elles ont pas délivré les ventes, espérées. Donc, ça a dû être déprécié à mon avis. Donc, track record du management en fusion-acquisition peut être, discutable à mon avis, hein, donc, voilà. C'est peut-être aussi le seul moyen d'avoir un peu de croissance parce que c'est plutôt faible, hein, la croissance, de la consommation, en France. Alors ils sont diversifiés un peu à l'international. Bon, on peut pas s'attendre à avoir une croissance, très supérieure à la croissance de l'économie. En Europe, c'est plutôt faible, hein, plutôt 1%, 1,5%. Donc, voilà, alors il faut quand même un peu essayer de booster cette croissance via des acquisitions. Bon, les taux de marge, plutôt moyen, hein, puisqu'on voit que le taux de marge, brut est à 34% au début, enfin il y a 10 ans. Maintenant il est toujours à 34%, donc ça a pas beaucoup bougé, pas de pricing power apparemment et pas de réduction, drastique des coûts. Niveau du taux de marge d'EBITDA, c'est un peu la même histoire. On n'a pas fait de gain d'efficience opérationnelle pour compenser, la baisse du taux de marge brut. Donc on a à peu près suivi, mais dans une moindre ampleur. Donc ils ont quand même un peu, amorti la baisse avec l'efficience opérationnelle. Le taux de marge net, lui, il est plutôt stable sur 10 ans, il est très faible, hein, 1,5%. Donc c'est un métier qui n'a pas beaucoup de marge, pas très grave, hein. Alors, les free cash flow, eux, ils sont un peu plus élevés, là on est à 2%, mais c'est pas beaucoup plus élevé. Si on n'a pas beaucoup de marge, c'est pas très grave parce qu'on a un moyen pour, générer quand même du résultat net, c'est la rotation d'actifs. Ici, on peut aller voir l'asset turnover et vous voyez que ça, c'est en augmentation et c'est un peu ça qui fait le rebond du groupe, hein. C'est qu'on maintient les marges, mais par contre la rotation d'actifs est en train de monter et ça vous fait évidemment progresser le résultat net. Donc ça, c'est bien, hein, c'est plutôt positif. Ils augmentent la rotation d'actifs, donc ils utilisent, de mieux en mieux leur stock. Et ils arrivent à vendre de plus en plus, rapidement leur production, donc ça, c'est excellent. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il y a quand même un décalage, hein, il manque 500 millions de free cash flow par rapport aux bénéfices nets. On va aller voir d'où ça vient. Par rapport au BFR d'abord, on est sur un BFR qui est positif. Ça, c'est un peu dommage. Donc quand vous avez un BFR positif, vous devez payer vos clients avant que vos fournisseurs ne vous payent. Donc ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir non plus face à vos clients ni à vos fournisseurs. Face à vos fournisseurs. Donc, voilà, faut considérer ça en fait, par rapport à la position de l'entreprise dans la chaîne de valeur. La position dans le rapport de force dans la chaîne de valeur. Si on regarde la variation du BFR, c'est de plus en plus négatif. Je pense qu'il doit y avoir une hausse du coût des stocks, hein, avec la hausse des taux d'intérêt, hein, puisque ça coïncide avec la période inflationniste en 2022. Donc, voilà, il y a plusieurs façons d'avoir un BFR qui varie, positivement. Soit vous avez vos délais clients qui s'allongent, c'est-à-dire que vos clients vous payent de plus en plus tard, soit vous avez vos délais fournisseurs
qui se raccourcissent, vous devez payer vos fournisseurs de plus en plus, rapidement, ou vous avez également les stocks qui, soit grossissent, soit coûtent de plus en plus cher à garder, quoi. Donc là, à mon avis, c'est un peu ce qu'on voit sur Saventia, et un VFR positif comme ça veut aussi dire qu'on doit injecter du cash dans les opérations pour faire tourner la production, quoi. Donc dommage. Bon, alors, si on regarde les dépréciations amortissements face aux dépenses en capital, on est sur 7 410 millions en cumulé sur 10 ans de dépenses en capital contre 5 930 millions de dépréciations amortissements, mais il faut aussi rajouter les 1 430 millions de Ozone Cash Items. Là-dedans, je soupçonne qu'il y a des dépréciations des cartes d'acquisition. Il faut aller voir, hein, il n'y a pas l'info ici, il faut aller regarder un tableau de trésorerie de l'entreprise. Mais bon, là, vous avez, voilà, vous avez la raison pour laquelle on est. Donc, ça, c'est du non-cash, hein. Donc, normalement, ça améliore le free cash flow par rapport au bénéfice net, mais vous avez quand même un écart entre les capex et les prestations amortissement. Donc, on est sur. Voilà. Là, vous avez après l'explication de pourquoi les free cash flow sont plus bas que le bénéfice net. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser plutôt les free cash flow, plus que les bénéfices nets, puisque le free cash flow, ça représente mieux ce qu'elle gagne réellement. Vous pouvez aussi utiliser l'EBITDA. Alors, on va regarder maintenant le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même un métier qui est assez intensif en capital, et donc la rentabilité est quand même relativement faible et elle est plutôt compressée on va dire dans un couloir, ici entre 4,5 et 6,5. Voilà. Bon, la médiane, on est plus sur la médiane, hein, 5,6%, 5,7%. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est correct, on va dire, c'est convenable comme rentabilité. À mon avis, hyper intensif en capital, donc on peut pas espérer beaucoup plus. Si on regarde le rendement des fonds propres, est-ce que ça s'améliore un petit peu? Avec le rendement des fonds propres, il est à 6,6. Bon, un petit peu mieux, mais voilà, c'est bien. Donc on n'est pas avec une boîte qui a une énorme rentabilité, mais je pense que c'est la norme du secteur. Il faudrait comparer face à Unibail, je pense, qui est également opère dans le secteur. Alors, on va aller regarder. En plus, point ajouté, pardon, on est sur une rentabilité qui est en excès par rapport à la croissance organique. Donc, en fait, cette rentabilité-là, à mon avis, est quand même suffisante pour autofinancer la croissance. Ensuite, on va aller regarder l'endettement du groupe. On est sur une boîte qui se désendette. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que la dette, d'où elle vient? Donc, à mon avis, ils s'endettent aussi pour financer les opérations, puisqu'ils ont pas, ils ont un BFR positif. Et ils ont aussi des acquisitions, hein, qui viennent un petit peu gonfler la dette. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que ça chute et qu'on est à une fois l'EBITDA. C'est pas très élevé. 3 fois les free cash flow, un peu plus. Bon, c'est raisonnable, hein. Il y a pas de problème sur l'endettement ici. Si on regarde maintenant la rémunération de l'actionnaire, hop, on est sur 19 millions d'euros de dividendes versés, ce qui est faible quand on compare au free cash flow. Donc vous avez une bonne marge de sécurité sur ce dividende. Il y a des rachats d'actions. Est-ce qu'elles sont annulées derrière? Je ne sais pas, il faut aller regarder. Et si donc là, l'outil considère que les actions achetées sont annulées, on a 2,3% de rendement de l'actionnaire. C'est pas fantastique. Il y a quand même beaucoup de place pour remonter le dividende, hein. Si on normalise les free cash flow, on peut normaliser sur, on va dire, 5 ans. Hop, comme ça, on a un peu l'historique récent. Vous êtes à 95 millions. Ouais, vous pouvez aller jusqu'à 40 millions de dividendes sans problème, hein. Donc ils ne sont pas hyper généreux non plus avec les actionnaires. On peut regarder la valorisation. On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça se paye rien. Voilà, ça se paye 3,5 actuellement contre 4,3 en médiane sur 10 ans. Voilà, et bon, ça s'est dégradé, hein, sur 10 ans. Sur la très longue route, sur 20 ans, ça se paye 4,9. Bon, voilà. Ouais, donc énorme marge de sécurité à ce niveau, hein. Vous payez très peu cher. En réalité, les flux, vous payez très peu cher les l'EBITDA comparé, ne serait-ce qu'à la médiane, mais même en absolu, hein. Parce que pour moi, on est value en dessous de 7, là, on est à 3,5. Donc voilà, on voit que sur des périodes un peu d'excès, on peut aller sur 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc bon, mais si on veut être conservateur et qu'on vise à retourner à 4,3, vous avez quand même 30% de décote, 30-35% de décote par rapport à ce multiple-là. Et si on regarde en price to tangible book value, c'est une entreprise qui décote par rapport à ses capitaux propres tangibles. Et en fait, ça s'est produit seulement depuis 2021, hein. Cette décote apparaît seulement depuis 2021.
alors que sur la longue route, ça se valorise 1,1 fois les actifs tangibles par action. Donc marge de sécurité à nouveau ici, vous avez, allez, si on se met une cible de 1, vous avez 30 de décote à nouveau. Donc Saventia, c'est un dossier qui est, à mon avis, très peu risqué en réalité. Le seul problème peut-être qu'on peut avoir, c'est que ce soit un value trap. Donc ça a été un value trap en fait de 2018 jusqu'à maintenant, mais je pense que là, le management a l'air de s'activer un petit peu et d'essayer de rendre le dossier un peu plus attractif pour les actionnaires. Donc moi, j'ai l'impression que on a dépassé le statut de value trap et qu'on est en amélioration sur le dossier. Mais en plus, vous avez une énorme marge de sécurité d'un point de vue des flux et d'un point de vue des actifs tangibles. Et en plus, une petite rémunération d'actionnaire qui n'est pas hyper élevée, mais qui peut être quand même pas mal pour patienter sur le titre. Donc Saventia, à mon avis, ça se met en watchlist et ça peut être une opportunité d'investissement si vous avez fait vos propres recherches. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.